Alors éviter nos responsabilités, repousser les décisions difficiles ou blâmer les autres à notre place, est-il lâche? Et pourquoi, alors qu'on nous répète, notamment en entrant dans notre vie adulte, qu'il faut prendre nos responsabilités, avons-nous tant de mal à le faire? Et qu'est-ce que la responsabilité finalement? On nous répète ce mot, et parfois on n'en comprend même pas le sens. On nous dit qu'il faut le faire, mais nous ne savons même pas ce qu'il faut faire. La plupart des parents ne se sont pas souciés de donner la définition de ce qu'est la responsabilité. Et peut-être même que la plupart répétaient cette phrase sans connaître ce qu'est vraiment la responsabilité. Restez bien jusqu'à la fin car il y a différentes interprétations de ce qu'est la responsabilité et elles sont toutes très intéressantes et se complètent les unes aux autres. Donc si vous ne comprenez pas l'entièreté du sujet, vous ne pourrez donc pas réellement comprendre ce qu'est une responsabilité, ni adapter le point de vue que vous préférez sur la chose. Commençons par un philosophe, Spinoza. Il nous offre une idée, le conatus. Mais c'est quoi et pourquoi ça nous concerne? Pour Spinoza, tout dans l'univers, vous, moi, une plante, une étoile, possède un conatus. C'est une force vitale, un élan qui nous pousse à persévérer, à exister et à agir. C'est ce qui vous fait lever le matin et ce qui va vous permettre de continuer à vivre malgré les obstacles ou les difficultés. Le conatus, c'est votre moteur interne, une loi ontologique. Chaque être s'efforce, autant qu'il est en lui, de persévérer dans son être. Spinoza voit le monde comme une seule substance qu'il appelle Dieu ou nature. Cette substance infinie, nous sommes tous compris dedans, de la plante à l'être humain. Il n'y a pas, comme chez Descartes, deux substances séparées, le corps et l'âme, l'étendue et la pensée, mais une seule réalité exprimée sous des formes différentes. Pour Spinoza, tout dans cette substance est interconnecté. Et donc, quand vous agissez, vous ne le faites pas uniquement pour vous. Toutes vos actions vont avoir des conséquences également sur ce qui vous entoure. Donc nécessairement, toute action va avoir des conséquences sur votre vie, mais aussi sur celle des autres. On aime bien penser que quand on agit, on est le seul à prendre nos responsabilités et qu'on est le seul concerné par les résultats de nos choix. Mais croire que nos décisions sont sans incidence sur autrui, c'est s'illusionner gravement. C'est refuser de voir que nous sommes enchaînés dans un réseau d'interdépendance et que chaque acte va entraîner une résonance dans ce grand tout que Spinoza appelle Dieu ou nature. Mais alors si nous sommes traversés par cette force, comment expliquons-nous les erreurs? Le fait que nous nous trompions, pouvons prendre de mauvaises décisions et même détruire ce qui nous entoure. C'est ainsi qu'intervient la notion de connaissance inadéquate. Notre entendement est limité non pas par une déficience morale, mais par sa structure. Nous ne percevons du monde que des fragments, des images déformées. Notre esprit, il va tel un tamis filtrer l'infinité du réel. Il va donc sélectionner uniquement ce qui va lui sembler pertinent pour sa propre persévérance. Une personne va donc choisir ce qui va encourager ses désirs et craindre ce qui va menacer sa stabilité. Ce filtrage n'est donc pas neutre, il va être régi par des affects. Ces affects, ce sont des variations dans notre perception des choses et notre volonté d'agir. On pourrait dire que la joie est une augmentation de puissance et la tristesse une diminution de puissance. Le drame, c'est que tant que nous ignorons les causes de nos émotions et de la création de celles-ci, nous ne pouvons donc pas anticiper et contrôler celles-ci. Si nous sommes ignorants, nous ne faisons que subir le monde, subir nos émotions et agir en fonction. Ce n'est que lorsque nous parvenons à comprendre les causes, en ayant des actions éclairées par la raison, que nous pouvons donc commencer à nous libérer. La liberté dès lors n'est ni le caprice ni l'indépendance absolue, mais la nécessité comprise. Être libre, c'est agir en accord avec sa nature, tout en connaissance de cause. Dans une telle situation, nous ne sommes donc plus régis par nos émotions, mais nous pouvons reprendre le contrôle sur celles-ci. Quand vous aurez accumulé assez de connaissances des causes qui va vous donner certaines réactions ou certaines émotions, vous allez pouvoir être maître de vous-même, et ainsi pouvoir prendre des décisions éclairées et faire des choix justes. Cependant, et cela est fondamental, la responsabilité ne se limite pas à la conscience de soi. Car dans un monde où tout est relié, être responsable, ce n'est pas seulement se soucier de soi, c'est également être capable de voir la conséquence de nos actions sur les autres. Mais il ne faut pas confondre bienveillance et responsabilité. Une personne peut être pleinement responsable, c'est-à-dire cohérente, et consciente de ce que ses actions vont engendrer sur elle-même et sur autrui, et pourtant le faire avec des intentions malveillantes. Car la connaissance des conséquences n'implique pas forcément la bienveillance, ça c'est autre chose.
D'où l'impérieuse nécessité d'éduquer non seulement sur la raison, mais aussi sur les affects. Et donc la sagesse chez Spinoza ne consiste pas seulement à vouloir, mais à désirer le bien, à accroître sa puissance sans diminuer celle des autres. Et c'est ainsi que le conatus trouve sa plus haute expression et son plus beau potentiel, non dans la lutte avec les autres ou les forces qui nous entourent, mais dans une harmonie des puissances, où chacun, en persévérant dans son être, va fortifier l'entièreté de ce conatus. Être responsable, c'est donc être capable d'être pleinement auteur de votre choix et reconnaître que vos actions ont des conséquences. Être responsable, c'est canaliser ses affects qui peuvent influencer vos comportements et ne pas les laisser vous dominer sans pour autant les supprimer ou les réprimer. Pour Spinoza, la vraie liberté, ce n'est pas faire ce que l'on veut sans raison. C'est comprendre pourquoi on agit et comprendre les causes qui vont influencer nos décisions. Si l'on prend conscience de ce qui nous influence, on peut atteindre une forme de liberté plus grande. Et bien qu'on ne puisse pas accéder à l'entièreté de la vérité du monde dans sa complétude, qu'on ne saura jamais tout, on peut tout de même s'instruire, s'éveiller pour surpasser sa condition et atteindre une forme de liberté plus grande que ceux qui ne s'élèvent pas au-delà de leurs conditions. Partir du principe que tout est déterminé et qu'il ne sert à rien donc de s'instruire et de faire des efforts, c'est l'inverse de la responsabilisation. Il est fondamental ici de distinguer le déterminisme de Spinoza d'un fatalisme désengagé. Spinoza affirme que tout est déterminé par une chaîne infinie de causes. Rien n'arrive sans raison, sans cause, sans nécessité. Il n'y a donc pas de hasard et pas de libre arbitre au sens classique. Et pourtant, cela n'exclut pas la liberté, bien au contraire. Ce que j'appelle le déterminisme fataliste, c'est celui qui abdique et qui se positionne en victime. Mais pour moi, celui-ci reste enfermé dans une connaissance inadéquate. Il ne connaît pas les causes et ne cherche même pas à les connaître. Il sait seulement qu'il existe des causes. Spinoza, à l'opposé, bien qu'il parle de déterminisme, nous encourage à prendre une position active. Il veut qu'on s'éveille aux causes, qu'on les débusque et qu'on les comprenne. Et par cette compréhension, il veut qu'on gagne en joie, en capacité d'action. Ce n'est qu'en connaissant la nécessité et nos causes que nous pouvons nous élever au-dessus d'elles. Le déterministe fataliste est l'opposé de ce qu'est une personne responsable. Car ses seules croyances vont l'empêcher de vouloir grandir, de vouloir faire des efforts, de vouloir s'élever au-delà de sa condition. Il se pense victime des circonstances et l'est donc inévitablement. L'homme libre ne se plaint pas, il ne se pose pas en victime, il cherche les causes, il s'instruit et assume les conséquences de ses actes. Non dans la culpabilité, mais dans la clarté. Notre esprit est borné, il porte des œillères. Et évidemment, je doute que nous puissions, même en prenant toute notre vie et en méditant, que nous soyons un jour capables de comprendre l'entièreté de ce qui nous détermine. Mais la responsabilité et la liberté ne demandent pas la perfection ou l'entière compréhension des causes. Spinoza nous appelle seulement à approfondir sans cesse, à augmenter la clarté de nos idées, à accroître notre compréhension du monde et de nous-mêmes. Ce progrès est à ses yeux le seul véritable progrès humain. Il n'est pas technique ni matériel, mais éthique. Il consiste à transformer des affects passifs en des affects actifs, à reconquérir notre vie mentale, existentielle et émotionnelle. Celui qui refuse cet effort, qui se laisse aller au confort de l'ignorance, à la satisfaction de croire que tout est écrit, sans jamais chercher à comprendre l'écriture. Celui-là renonce à sa dignité d'être pensant. Il l'abdique. Il devient une chose parmi les choses. La liberté n'est pas forcément de ne pas être déterminé, mais de savoir pourquoi nous le sommes. Imaginons un homme, appelons-le Julien. Il est coincé dans un embouteillage en fin de journée. Il a eu une longue journée, une réunion éreintante, et son estomac crie famine. Soudain, une voiture va le doubler brutalement en forçant le passage. Julien va s'énerver, il va taper sur le volant, il va insulter le conducteur. Et ce geste spontané pourrait sembler libre, pourtant Julien subit. Il subit un affect qui est lié à des causes qu'il ignore. La faim, la fatigue, la contrariété, et d'autres biais dont je parlerai dans ma prochaine vidéo. Ses attentes non dites aussi, comme arriver plus vite chez lui, ou être respecté, et même son besoin de contrôle vont ici influencer son excès de rage. Julien, il va certainement se dire que l'autre l'énerve et qu'il est en tort, mais en vérité, il ne connaît pas les causes de sa réaction. Il est donc l'esclave d'une connaissance inadéquate. Maintenant, imaginons un autre Julien, le même homme, mais qui au fil du temps a appris à s'observer, à comprendre ses affects, à interroger leurs causes. Il va sentir la colère monter, mais il va la reconnaître pour ce qu'elle est. Un signal, un effet. Il pourra se demander pourquoi il est en colère, regarder les causes de sa colère, et se rendre compte que l'autre personne a peut-être également elle aussi ses raisons. À ce moment-là, Julien ne va pas refouler son émotion, mais il va la canaliser. Et à partir de ce moment-là, il n'est plus esclave des causes. Il va agir au lieu de simplement réagir.
Et cela lui évitera peut-être beaucoup de problèmes inutiles par la suite. L'homme libre, c'est celui qui agit selon la nécessité de sa propre nature et non par la contrainte de causes extérieures. Mais cette autonomie ne se gagne qu'à travers une ascèse de la lucidité. Et si la véritable responsabilité ne se révélait qu'à l'aune de la prise de risque personnelle? C'est là l'intuition de Nassim Nicolas Taleb dans Skin in the Game, qu'on peut traduire en français par jouer sa peau. C'est une intuition provocante, mais d'une pertinence plutôt rare. Taleb ici nous propose de nous poser une question avant de prendre une décision. Qui paie si jamais l'on se trompe? Si la réponse est quelqu'un d'autre, alors vous n'êtes pas responsable. Vous êtes un gestionnaire. La responsabilité, la vraie, exige plus que de bonnes intentions et une réflexion lucide sur les conséquences. Elle demande de mettre sa propre peau sur la table. Il n'y a probablement rien de plus facile que de faire des plans avec la vie d'autrui. Les politiques le savent et s'en accommodent fort bien. Il est facile d'envoyer les soldats au front depuis un bureau, ou d'édicter des lois qui ne s'appliquent pas à soi. C'est cette dissymétrie morale que Taleb dénonce avec virulence. L'homme digne est celui qui n'exige pas d'autrui ce qu'il ne n'exigerait de lui-même, qui ne délègue pas le risque mais le partage. Il est celui qui endosse en premier les conséquences de ses actions. Il y a dans cette posture quelque chose d'héroïque. L'image du chef qui combat en tête, qui meurt le premier si l'ordre qu'il donne est absurde. Taleb ne célèbre pas l'élitisme intellectuel, mais la noblesse de celui qui agit avec sa vie, qui paie pour ses choix. Cela rappelle les antiques valeurs de l'honneur perdues aujourd'hui malheureusement. Il dira « Il n'est de courage que dans l'acte risqué ». Il n'est de mérite que là où il y a perte possible. Une autre idée essentielle de Taleb que je souhaite présenter ici parce que je l'ai tout de même trouvée intéressante, c'est que selon lui, les croyances n'ont pas besoin d'être démontrées pour être légitimes. Il ne s'agit pas ici de nier la raison, mais d'affirmer que dans un monde complexe souvent incertain, certaines idées ont de la valeur non pas parce qu'elles ont été prouvées, mais parce qu'elles vont susciter l'action, transformer une personne ou l'influencer en bien. Si croire quelque chose qui n'est pas prouvé scientifiquement vous pousse à quitter un emploi toxique, à prendre des risques, pour devenir une meilleure personne, alors cette croyance mérite d'exister. Elle est vraie non pas par essence, mais par effet. Donc selon lui, l'utile va devenir supérieur au démontrable. Prenons le cas d'un homme enfermé dans un cycle de dépression, d'alcoolisme et de passivité. Il a tout tenté, thérapie, médicaments, rationalisation, et rien n'a fonctionné. Un jour, au détour d'une conversation, il découvre ou redécouvre la foi en Dieu. De ce jour surgit une certitude intérieure, inexplicable, que quelque chose le dépasse, que sa vie a un sens, qu'il est regardé, aimé et appelé à mieux. À partir de là, il cesse de boire, il se remet au travail, il s'excuse auprès de ceux qu'il a blessés, il va aussi se lever plus tôt et reprendre soin de son corps. Sa foi, qu'elle soit fondée ou non, l'a sauvé. L'existence de Dieu n'a donc pas besoin d'être prouvée dans ce cas pour donner légitimité aux effets bénéfiques que cette croyance a eus sur cet homme. Selon Taleb, une croyance est donc légitime non parce qu'elle a été démontrée, mais parce qu'elle est efficiente. Dans un monde rationaliste, on chercherait à lui prouver que Dieu n'existe pas. Mais que vaut cette démonstration si elle détruit ce qui l'a fait vivre? L'efficacité prime donc sur la démonstration. Taleb dira, si cette croyance le pousse à jouer sa peau, à réinvestir sa vie, alors elle est valable. Maintenant, on va découvrir pourquoi il est si tentant de fuir ses responsabilités et comment nous le faisons au quotidien sans même nous en rendre compte. Alors, pourquoi est-ce si facile de fuir ses responsabilités? Parce qu'on a inventé une arme redoutable, le divertissement. Au XVIIe siècle, Blaise Pascal, dans ses pensées, met le doigt sur un problème universel, le divertissement. Pour lui, on se perd dans les distractions pour ne pas penser à notre condition humaine, notre mortalité, nos échecs et nos responsabilités. Regarder une série, jouer, discuter, tout ça nous éloigne des questions qui dérangent. Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais dans ma vie? Pascal dit « On court après le divertissement pour ne pas affronter la réalité. Et en fuyant, on abandonne notre devoir d'agir, de choisir et d'être responsable. » Blaise Pascal, dans ses pensées, ne s'y trompait pas. Il ne condamne pas les jeux, les spectacles ou la conversation mondaine pour leur futilité seulement, mais pour leur fonction, nous empêcher de penser à notre condition d'homme. Un homme abandonné à lui-même, sans occupation, livré au silence, à l'inaction, sans surgir en lui un abîme, la peur, la finitude, la vacuité. Et cette angoisse, nous préférons la noyer dans le bruit. Le divertissement, selon Pascal, c'est un mensonge. Nous nous amusons non pas parce que nous sommes heureux, mais pour ne pas affronter le vide qui nous habite. Et dans ce vide se trouve la responsabilité. Le poète Juvénal va parler du pain et des jeux. À l'époque, les empereurs offraient nourriture et spectacle pour endormir le peuple. Les citoyens, gavés de pain et distraits,
abandonner leur pouvoir, leurs responsabilités, voire leurs ambitions. Ces distractions, elles ne sont pas neutres. Elles érodent l'attention et dissolvent la volonté. On peut dire que le divertissement est le cheval de Troie de l'irresponsabilité. On oublie donc souvent, ou on remet à plus tard, le fait de prendre sa vie en main. Choisir le divertissement, procrastiner, c'est une manière de fuir ses responsabilités. Pascal et Juvénal veulent nous mettre en garde, le divertissement n'est pas innocent. C'est une distraction qui vole notre pouvoir. Être responsable, c'est dire non à cette facilité. Prenons un exemple. Passer 3 heures à scroller sur TikTok au lieu de travailler sur un projet personnel, c'est du divertissement pascalien, une forme de fuite. Prendre ses responsabilités, c'est se mettre au travail. Alors la prochaine fois que vous essayez de vous distraire ou que vous ouvrez une appli par réflexe, demandez-vous, qu'est-ce que vous essayez de fuir? Demandez-vous, qu'est-ce que vous recherchez en faisant cela et quel serait le moyen plus sain d'obtenir cette même satisfaction? Fuir ses responsabilités, c'est une forme de lâcheté douce et socialement tolérée. Mais c'est trahir ce que vous auriez pu être. Nos parents nous disaient qu'il fallait être responsable. Mais pourquoi? La responsabilité n'est pas un fardeau, mais une élévation. Elle est ce fil rouge invisible qui relie notre essence d'être pensant à notre dignité d'être agissant. Je propose d'y répondre ici avec 6 raisons fondamentales. D'abord, pour vivre authentiquement. Jean-Paul Sartre nous avertit, nous sommes condamnés à être libres. Ce n'est point un privilège, mais une obligation ontologique. Être, c'est choisir. Et choisir, c'est répondre de soi, mais aussi pour autrui. Refuser cela, c'est tomber dans la mauvaise foi, c'est vivre par procuration, au gré des vents sociaux, des injonctions familiales et des habitudes. Nietzsche, plus tranchant encore, appelle à l'avènement du surhomme. Selon lui, il faudrait forger seul ses propres valeurs et assumer pleinement le poids de ses décisions. Albert Camus, quant à lui, face à l'absurde, ne prône ni désespoir ni résignation, mais révolte. Prendre ses responsabilités, c'est dire oui au monde, non parce qu'il a un sens, mais parce que nous avons décidé de lui en donner un. En suivant ces principes, si vous êtes dans un emploi qui vous déplaît et que vous décidez courageusement de le quitter malgré les conséquences que cela implique, là, vous êtes libre. Mais attention, si vous le quittez uniquement à cause de raisons émotionnelles, sans connaître les causes de ces émotions, vous êtes peut-être en train de faire une erreur. Donc bien sûr, il faut être conscient. Mais comme le dirait Taleb, pour rester authentique à vous-même et vous respecter, vous êtes prêt à prendre des risques, donc vous jouez votre peau, et vous êtes donc pleinement responsable. On peut aussi être responsable pour respecter autrui. Immanuel Kant dit ceci. Agis de telle sorte que la maxime de ton action puisse être érigée en loi universelle. Être responsable, c'est donc agir comme si chaque geste allait influencer l'humanité entière. Et c'est donc refuser d'instrumentaliser l'autre. Emmanuel Lévinas va plus loin. Il affirme que le simple fait de croiser un visage vous rend responsable de cet autre. Fuir cette responsabilité, c'est renier notre humanité. Et Spinoza, par son concept de conatus, nous rappelle que tout temps a persévéré dans son être, et que nous faisons tous partie de Dieu ou la nature. Prendre conscience de cela, c'est prendre conscience que notre liberté est solidaire de celle des autres. Ensuite, on peut aussi prendre ses responsabilités pour donner sens à sa vie. Victor Frankl, le rescapé des camps de concentration, affirme ceci. Même dans la souffrance extrême, nous avons le pouvoir de choisir notre attitude. C'est ce choix intime qui donne du sens à l'existence. Pour Frankl, le sens précède la survie. Refuser la posture victimaire, refuser de se définir par ce que l'on subit, c'est revendiquer sa souveraineté intérieure. On peut aussi se responsabiliser pour se réaliser pleinement. Carl Roger évoque l'auto-actualisation, l'art de devenir celui qu'on est en puissance. Mais cela ne vient point par magie. Il faut oser être l'artisan de sa vie. Albert Bandura parle d'auto-efficacité, croire en sa capacité à infléchir le réel. Emerson appelle à une indépendance farouche. Ne soyez pas l'écho des autres. Soyez la source et l'inspiration. Moi, par exemple, j'avais peur de créer, de me confronter à la vie des autres, mais j'ai tout de même décidé de créer ma chaîne et de surpasser cette peur. Et c'est par là que commence la pleine actualisation de soi. Ensuite, on peut aussi être responsable pour contribuer à la société. Hannah Arendt nous avertit. Ce ne sont pas les monstres, mais les hommes ordinaires, irresponsables, qui laissent advenir les plus grandes horreurs. La banalité du mal, c'est l'absence de réflexion, l'abandon du jugement moral. Max Weber, lui, parle d'une éthique de la responsabilité. Agir, ce n'est pas seulement vouloir le bien, c'est prévoir les effets de ses actes et les assumer. Donc si vous êtes témoin et que vous fermez les yeux, c'est être complice. Parler, même si cela est difficile, permet de construire un monde moins lâche.
Mais peu le font parce qu'ils ont peur et ils se laissent contrôler par cette peur car ils n'ont pas suffisamment de connaissances sur les causes de leur état émotionnel et donc ne peuvent s'en libérer rationnellement. Et enfin, on peut se responsabiliser pour transcender les contraintes. Et si les pires contraintes, échecs, douleurs, étaient les opportunités de révéler réellement qui vous êtes? Prendre ses responsabilités, c'est se libérer de tout ce qui nous enchaîne, nous réinventer. Simone de Beauvoir, dans Pour une morale de l'ambiguïté, nous montre que même sous le poids de l'oppression, l'homme peut se redresser. La responsabilité, c'est un acte de liberté. Peu importe les barrières, sexisme, injustice, peur, vous pouvez tout de même choisir de créer, d'agir et de penser autrement. Pour Beauvoir, la liberté ne nous est pas donnée, elle se conquiert par des choix courageux, par des responsabilités assumées, même quand le monde vous dit « tu ne peux pas ». Victor Frankl, il écrit « Tout peut être pris à un homme, sauf une chose, la liberté de choisir son attitude dans n'importe quelle circonstance ». On peut vous priver de vos possessions, on peut vous priver de votre liberté, mais jamais de cette flamme intérieure, votre pouvoir de décider à comment répondre à ces circonstances. Prendre ses responsabilités, c'est même dans des situations extrêmement difficiles, faire le choix de ne pas être une victime, de ne pas agir comme telle du moins. Dans ces circonstances, il faut avoir des croyances qui vous tirent vers le haut et vous empêchent de vous victimiser. Au lieu de vous identifier à vos circonstances, ou à ce que vous avez vécu, ou là où vous avez grandi, concentrez-vous sur ce que vous voulez devenir. Pensez à un enfant battu, rejeté par sa famille, traité d'incapable, d'imbécile. Il pourrait leur donner raison, se résigner et subir sa vie. Ou il peut choisir de croire qu'il vaut mieux que ça, garder l'espoir d'un avenir meilleur et se battre, étudier, travailler, rêver. Cette flamme, cet acte, va le mener à réussir, à devenir plus grand que ses blessures et que ses circonstances. Il est capable de s'élever au-delà de sa condition, malgré ses circonstances. Mais uniquement s'il prend ses responsabilités, fait preuve de foi, de courage, et même quand c'est dur. Et ceci n'est pas un exemple simpliste, j'ai moi-même réussi à m'élever au-delà de ma condition. Et même physiquement, je n'ai pas toujours été comme ça. Certains semblent penser que je suis née avec une cuillère d'argent dans la bouche, que je suis une petite bourgeoise parisienne, et aussi qu'en plus de cela, j'ai gagné la loterie génétique. Notamment un qui passe son temps à se plaindre dans mes commentaires de son apparence. S'il a regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'imagine qu'il se reconnaîtra, et je lui dirai que, déjà, s'il mangeait correctement, qu'il s'habillait bien, qu'il allait à la salle et qu'il prenait soin de lui. Et à moins qu'il soit né avec une infirmité ou une réelle déformation, qu'il pourrait d'ailleurs supprimer par la chirurgie si jamais il en a la réelle nécessité, je vois pas comment il pourrait être si moche que ça. À ce stade-là, je pense plutôt que c'est juste une croyance limitante. Et si je dis cela, c'est parce que ce que vous voyez aujourd'hui, c'est le résultat d'une alimentation saine. Je vais à la salle régulièrement, je travaille sur moi, je prends soin de mes cheveux, je prends soin de l'entièreté de mon corps régulièrement. Et mentalement, si j'en suis arrivée là, ce sont des heures de lecture, des heures de solitude, des heures de recherche, des heures et des heures de remise en question, de beaucoup de sacrifices et d'une large reprogrammation de mes croyances. J'ai dû me rééduquer par moi-même, faire énormément d'efforts, j'ai même dû apprendre à articuler correctement, à parler correctement, à pas mâcher mes mots, et au début c'était très difficile pour moi. Finalement, je me suis réinventée. Et je vais vous révéler une petite information sur moi. J'ai aussi travaillé sur moi-même depuis que je suis toute petite pour ne pas prendre l'accent, car je suis née dans le Béarn. Mais au fond, je préfère tout autant qu'on me considère comme une bourgeoise. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On a dépassé les 10 000 abonnés, c'est absolument génial, il se passe plein de choses en ce moment. Je vais commencer à créer beaucoup plus de contenu, je vais essayer de me mettre à TikTok, même si c'est vraiment difficile pour moi. Cette application, j'ai beaucoup de mal avec, ça me met très mal à l'aise. Mais si jamais vous avez des idées, proposez-les-moi, que ce soit par DM ou en commentaire. Ensuite, pour Instagram, c'est la même chose, il faudrait que je fasse plus de réels et un petit peu plus de posts. N'hésitez surtout pas à me donner vos recommandations, ou ce que vous aimeriez voir, ou ce que vous aimeriez que je fasse. Notez que je prends en considération toutes les idées qu'on me propose sous mes vidéos, bien que j'ai moi-même énormément d'idées de vidéos, je peux toujours les noter, et ça peut enrichir notre expérience commune. Alors, êtes-vous prêts à arrêter de fuir vos responsabilités? Dites-moi en commentaire. Abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos si ce n'est pas déjà le cas, et si c'est déjà le cas, je vous remercie de faire partie de mes abonnés. Si ça vous a inspiré, n'hésitez pas à partager cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine. Je vous souhaite tout le meilleur. Ciao!